1989, les manifestations des étudiants ont encouragé plus d'1 million de personnes à se rendre dans les rues de Pékin. Une protestation qui s'est terminée avec la suppression militaire du mouvement le 4 juin 1989. Aujourd'hui encore, mentionner ce massacre est tabou dans les médias chinois. Selon l'historiographie chinoise, qui est sûrement en partie légendaire, on estime que la dynastie Xia voit le jour vers 2000 avant Jésus-Christ. Avant cela, on considère que l'empereur jaune est le fondateur de la civilisation chinoise. Ce personnage légendaire aurait régné pendant 100 ans. C'est un de ses petits-fils, Yu le Grand, qui aurait fondé la dynastie Xia. Cette dynastie est très certainement légendaire, on ne sait pas vraiment d'où elle vient, où est-ce qu'elle a régné, on ne sait pas grand-chose en fait. On peut cependant estimer que ça devrait être dans la région du fleuve jaune, ou du moins, comme l'auraient voulu les inventeurs de cette dynastie, qui en fin de compte est fictive. Selon la tradition, on considère la dynastie Shang comme la dynastie qui a succédé à la dynastie Xia sur la région du fleuve jaune vers 1500 ou 1600 avant Jésus-Christ. La dynastie est très certainement légendaire, bien qu'on estime qu'à l'époque il y avait déjà une prémisse de dynastie chinoise. Vers 1000 avant Jésus-Christ, c'est la dynastie Zhou qui remplacerait la dynastie Shang. Là encore, elle est légendaire. Pour ce qui concerne la période allant de -1000 à -770 environ, on parle de la dynastie des Zhou occidentaux. Ensuite, le pouvoir va se déplacer vers l'est et devenir la période des Zhou orientaux entre -770 et -450 environ. On parle aussi de la période des printemps et des automnes. À partir de -450, plusieurs royaumes vont voir le jour en Chine et ils vont se battre entre eux. C'est la période des royaumes combattants. En fait, selon la légende, plusieurs royaumes vont s'émanciper de la dynastie des Zhou. Selon la légende, vers 500 avant Jésus-Christ, serait né un certain Lao Tseu dans le Chu. Ce dernier est un adepte du Tao et est à l'origine du taoïsme. Toujours selon la légende, à peu près à la même période, serait né dans le pays de Lu un certain Confucius, qui est à l'origine du confucianisme. Taoïsme et confucianisme sont les deux courants philosophiques d'origine chinoise. Vers 400 avant Jésus-Christ, l'état de Jin est morcelé entre 3 familles qui vont chacune fonder les états de Han, de Wei et de Chao. La dynastie des Han n'est pas n'importe quelle dynastie pour les Chinois. Aujourd'hui, 92% d'entre eux se revendiquent comme appartenant à l'ethnie Han, soit 1,3 milliard d'individus. Pourtant, rares sont les traces dans l'espace chinois de cette dynastie qui a régné de 206 avant Jésus-Christ à 220 après Jésus-Christ. Détruites, pillées, les constructions des Han, évanouies à tout jamais, n'ont pas fait disparaître dans l'esprit des Chinois d'aujourd'hui leur filiation avec ce peuple originel et historique. Les Han ont conscience d'appartenir à une civilisation brillante. Ils désignent leur territoire sous le terme de Songguo, c'est-à-dire l'empire du milieu du monde. Les inventions techniques durant la dynastie des Han sont nombreuses et fondamentales. Les contacts vont se déployer jusqu'en Méditerranée avec l'un des empires les plus puissants, l'Empire romain, appelé par les Chinois la Daqin, la Grande Chine. L'un des produits les plus recherchés à Rome et en Grèce est alors la soie. Tissu très apprécié des élites féminines, elle est déjà utilisée comme monnaie d'échange avec les peuples nomades, mais elle peut aussi servir à payer les fonctionnaires comme les militaires. L'empereur Wudi va faciliter les échanges avec les mondes lointains en envoyant un de ses bras droits militaires, Shang Qiang, au IIe siècle avant Jésus-Christ, pour chercher des alliés à l'ouest, notamment dans l'empire Kushan. C'est le début de la route de la soie, expression inventée par le géographe Ferdinand von Richthofen au XIXe siècle. De la Chine des Han en passant par la Perse et la Mésopotamie, de nombreuses caravanes, composées de dromadaires et de chameaux de Bactriane, se déplacent sur plus de 7000 km jusqu'à Antioche, port du Proche-Orient, où les marchandises orientales, soit pierres précieuses comme le jade, sont échangées contre le verre ou le vin romain. Nous sommes le 1er juillet 1997. Ce jour est historique. Le Royaume-Uni, représenté par le prince Charles, rétrocède Hong Kong à la Chine. Depuis 1841, cette province était occupée par les Britanniques. Occupation dont les origines sont à chercher dans une guerre assez peu connue en Occident, la première guerre de l'opium. Ce conflit aux conséquences tragiques pour les Chinois a opposé l'Empire Qing au Royaume-Uni sur des questions avant tout commerciales. Mais il s'agit surtout d'un tournant dans les relations entre Occident et Orient, la couronne anglaise imposant par la force le développement du libre-échange dans ces contrées. Revenons donc sur le déroulement de cette première guerre de l'opium,
et demandons-nous comment elle constitue à la fois le point de départ du déclin de l'Empire chinois, mais également un tournant dans le développement du libéralisme à travers le monde. Au déclenchement de la guerre de l'opium en 1839, l'Empire chinois est sous l'autorité de la dynastie Qing depuis 1644. L'Empire repose sur une croyance en la supériorité culturelle de la Chine. Sans être totalement fermé à ses voisins, des tribus sont demandées aux peuples les entourant, reposant sur un système assez proche de la vassalité. Durant le XVIIIe siècle, le pays va se fermer progressivement au monde extérieur. Les missionnaires jésuites sont expulsés en 1724. D'un point de vue commercial, le protectionnisme de rigueur. Mais dans le cadre des paiements des tribus, des pays comme le Siam ou Java vont commencer à envoyer de l'opium à partir du XVe siècle, surnommé alors le parfum noir. L'association de l'opium et de la Chine est donc assez tardive. L'opium est connu depuis l'Antiquité, à la fois comme poison et remède, chez les Babyloniens, les Sumériens, les Égyptiens ou les Grecs. Il provient de la culture du pavot, plante très répandue dans le monde. Ses centres de développement, via des routes commerciales, comme la route de la soie, se situent dans l'actuel Afghanistan ou en Inde. À partir du milieu du XVIIe siècle, l'opium bascule d'un rôle médical à un rôle récréatif en Extrême-Orient, suite à une innovation capitale, la consommation sous forme de fumée, au départ avec du tabac, puis pur. Sa consommation développe un sentiment d'euphorie, de bien-être, apaise les tensions et calme les douleurs. La morphine est d'ailleurs l'un des dérivés de l'opium. Mais cette drogue est particulièrement nocive. Risque de décès par crise cardiaque ou insuffisance respiratoire, paranoïa, schizophrénie, vision hallucinatoire, et surtout elle développe une terrible addiction. Le sevrage s'avère particulièrement difficile et douloureux pour l'opiomane. Son développement en Chine est donc lié à son mode de consommation. Fumer de l'opium est un moment convivial, réservé initialement à un public de connaisseurs. Il faut noter que les Qing, conscients du danger que l'opium représente, l'interdisent rapidement en 1729. Très vite, il va se transformer en luxueux produit de contrebande, et va petit à petit se diffuser à toutes les couches de la population. Il faut dire que l'impuissance du pouvoir à empêcher le trafic va se coupler à un réel assaut commercial des puissances européennes pour vendre ce produit dont les Chinois étaient si friands. L'Europe à cette époque étend son emprise sur le monde. Les appétits commerciaux des Occidentaux sont en passe de bouleverser la géopolitique. La Chine, très protectionniste, ne rentre pas dans le jeu du libre-échange. Elle impose des taxes très lourdes aux marchands étrangers, qui sont directement prélevés par une guilde de marchands au service de l'empereur, nommée Ko-Hong. Il est interdit aux étrangers d'apprendre le chinois, afin de limiter un commerce parallèle en évitant des contacts trop directs. Le développement du commerce de l'opium est au départ modeste. Les Portugais, par le port de Macao, participent au trafic par exemple. Mais ce sont les Anglais qui vont véritablement augmenter la vente d'opium, par le biais de la Compagnie des Indes orientales. Dans les années 1800, la plus grande entreprise mondiale n'avait pas juste un chiffre d'affaires qui dépasse le PIB d'un petit État, c'était un État. Une entreprise-État dont l'activité principale était la vente de drogue. Et si ça paraît trop chelou comme histoire, les centaines de milliers de personnes qui protestent sur ces images connaissent très bien cette entreprise. Je n'ai pas vraiment le souvenir d'avoir entendu parler de la Compagnie des Indes orientales en cours d'histoire, ou alors trop rapidement pour que ça me marque vraiment. Pourtant, ce moment d'histoire explique l'origine de la crise à Hong Kong, qui permet aussi de mieux comprendre l'importance du développement économique et politique de l'Inde et de la Chine, de remettre un peu de contexte aussi au Brexit, et puis de revenir sur l'origine d'une organisation humaine omniprésente aujourd'hui, l'entreprise. En 1600, l'East India Company est créée par décision de la reine Elisabeth Ier. L'entreprise obtient le monopole du commerce à l'est du Cap de Bonne-Espérance. À ce moment-là, plusieurs entreprises de ce type existent déjà dans d'autres pays européens, comme la VOC hollandaise et l'Estado de India portugaise. La VOC, l'entreprise hollandaise, va être la première à devenir une société d'action, c'est-à-dire qu'il est possible d'acheter et de vendre des parts de l'entreprise et de recevoir une partie des bénéfices en retour. Aujourd'hui, ça paraît très classique, c'est le principe de toutes les boîtes du CAC 40 et en fait de toutes les grosses boîtes. Mais à l'époque, c'était vraiment révolutionnaire. Et en 1657, l'East India Company a adopté cette pratique et les résultats vont être assez uniques. Cette nouvelle forme d'organiser le travail, le commerce et l'investissement marque l'arrivée du capitalisme, qui va encourager une forte innovation technologique et amener la révolution industrielle en 1740 et quelques. Cette période, c'est aussi l'essor du commerce international qui va rapidement et profondément changer la répartition des richesses au niveau mondial et qui va conduire les économies à se spécialiser. L'opium était cultivé en Inde avant l'arrivée des Européens, et cette production était principalement consommée localement et l'importance de cette culture était relativement limitée. La compagnie va développer la production d'opium pour l'export. Des coffres de drogue sont vendus un peu partout en Asie, mais petit à petit le marché chinois va devenir incontournable. Encore une fois, la Chine est une région riche et déjà très densément peuplée. Après les pertes de revenus liées au ralentissement économique de l'Inde, une solution est trouvée en 1773. L'East India Company obtient du gouvernement britannique le monopole sur la production et l'achat d'opium au Bengale.
Au nord-est de l'Inde, il faut désormais l'autorisation de la compagnie pour cultiver le pavot, la plante qui permet la récolte d'opium. Cette culture est réalisée dans des conditions horribles selon l'auteur Brian Inglis. La compagnie étant le seul acheteur, elle peut maximiser son profit en fixant le prix au minimum. Les producteurs sont maintenus dans un état de pauvreté. À la suite de nombreux incidents entre les autorités chinoises, les contrebandiers et les agents de l'East India Company, après la saisie et la destruction de 1270 tonnes d'opium par Lin Sexu, la situation dégénère. C'est la guerre de l'opium de 1839 à 1842. Les villes chinoises sont rapidement prises par les troupes britanniques, débordées par la supériorité technique des Européens. À la fin du conflit, l'empereur chinois doit signer le traité de Nankin, qui le force à payer un énorme tribut et à céder une île à la Grande-Bretagne pour faciliter le commerce, y compris celui du trafic d'opium. Cette île, c'est Hong Kong. La première guerre de l'opium n'a apparemment pas suffi, la guerre reprend de 1856 à 1860. Cette fois-ci, plusieurs puissances européennes sont concernées, dont les Français, les Russes, l'Autriche-Hongrie, tous veulent ouvrir le commerce. Après la victoire européenne, le pays sera forcé de légaliser le commerce de l'opium sur son territoire. Au début du XXe siècle, la Chine est toujours un empire, avec donc un empereur à sa tête, puis de la dynastie Qing et de l'ethnie Mandchou, alors que la majorité de la population est issue de l'ethnie des Han. Cette dynastie, considérée par beaucoup comme étrangère, est mal acceptée et largement critiquée pour ses méthodes de gestion du pays. Le pouvoir central délègue beaucoup aux gouvernants locaux qui font la loi un peu comme bon leur semble sur les territoires qui leur sont attribués. Cela entraîne le mécontentement des populations qui considèrent l'empereur et sa cour comme illégitimes et faibles et qui supportent de moins en moins les privilèges accordés aux élites. Sur le plan économique, la Chine du début XXe est majoritairement paysanne, mais la majorité des terres appartient à ces élites, citées précédemment, et la plupart des paysans louent ces terres et à des prix parfois élevés. Le peu d'ouvriers se trouve notamment à Shanghai et dans quelques autres grandes villes, et cette nouvelle économie est assez dépendante des puissances étrangères. Un certain nombre de ces puissances étrangères convoitent d'ailleurs la Chine. En effet, ce territoire immense abrite de nombreuses ressources naturelles et sa population importante en fait un marché de choix pour l'exportation. Dès la fin du XIXe siècle, de nombreux groupes d'opposants, qu'on appelle alors sociétés secrètes, se forment. En 1911, un projet de construction de lignes de chemin de fer entre Chengdu dans le Sichuan et Wuhan dans le Hubei fut nationalisé par le gouvernement impérial. L'objectif était ensuite de revendre les droits à des puissances étrangères afin de rembourser des dettes. Cela provoque la colère de la population, plus nationaliste, et qui supportait déjà mal l'influence des étrangers sur la Chine. De plus, une partie de cette population détenait des parts dans ces voies de chemin de fer, et elle estimait que les compensations à cette nationalisation n'étaient pas acceptables. Des manifestations ont donc eu lieu, surtout dans le Sichuan, dans le cadre de ce que l'on appelle le mouvement de protection des voies ferrées. Ces manifestations furent réprimées dans le sang, ce qui ne fit qu'attiser encore un peu plus la révolte. Suite à cela, des militaires se rebellent également à Wuhan et finissent par prendre la ville. Ils appellent ensuite à l'insurrection des autres provinces. La nationalisation des chemins de fer a donc été l'étincelle. Plusieurs provinces font sécession fin 1911, et le 1er janvier 1912, Sun Yat-sen proclame la première république de Chine et devient président. En 1921 est créé le Parti communiste chinois, la révolution bolchevique russe ayant eu lieu à peine quelques années plus tôt. Dans sa lutte contre le morcellement du pays, Sun Yat-sen ne reçoit aucune aide des pays occidentaux. Il se tourne alors vers la jeune Union soviétique. Le Kuomintang s'allie en 1923 au nouveau Parti communiste chinois et Sun Yat-sen reçoit conseil et aide militaire de la part de la Russie bolchevique. Il meurt en 1925 et est remplacé aux commandes du parti par Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek est situé plus à droite sur l'échiquier politique et se méfie des communistes. Malgré cela, entre 1926 et 1928, avec leur aide, il mène l'expédition du Nord, qui vise à chasser les seigneurs de la guerre et remettre de l'ordre dans le pays. Cette expédition est bien accueillie par les populations, et durant cet événement, de nombreux Chinois voient dans le communisme le moyen de faire entendre leurs voix et revendications, et intègrent ainsi le parti. Le nombre de militants grossit, et le parti commence à devenir un sérieux concurrent au Kuomintang. Au lendemain de l'expédition du Nord, le Kuomintang contrôle tout le sud-est de la Chine. En 1927, un soulèvement ouvrier à Shanghai, mobilisé par les communistes, libère la ville avant même l'arrivée des troupes de Chiang Kai-shek. Mais lorsqu'il entre dans la ville, inquiet du poids que commencent à prendre les communistes, il déclenche une répression sanglante. On compte plusieurs milliers de morts. Cet incident marque le début du conflit entre nationalistes républicains et communistes. Suite à cet événement, plusieurs soulèvements communistes ont lieu par la suite en 1927, notamment à Nanchang, à Canton, dans le Yunnan et dans le Jiangxi également, menés par un certain Mao Zedong. La guerre civile chinoise reprend aussitôt après la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Les communistes parviendront à grignoter peu à peu des territoires vers le sud, et le 1er octobre 1949 est proclamée la République populaire de Chine, qui comprend une très grande partie du territoire chinois actuel. Moins d'1 an plus tard, la victoire sur le Kuomintang est totale, et Chiang Kai-shek se réfugie sur l'île de Taïwan. La Chine continentale est donc devenue communiste et sera complétée du Tibet conquis en 1951. Mao Tse-dong restera aux commandes du pays jusqu'à sa mort en 1976, et le Kuomintang républicain et nationaliste perdurera quant à lui sur l'île de Taïwan, dont l'État porte officiellement le nom de République de Chine. Les intérêts de la Chine en Afrique remontent aux années 1960, où dans le contexte de la guerre froide, elle appuyait les États communistes. À partir du début des années 2000, sa présence est surtout motivée par des raisons économiques. Les décennies de décolonisation après la Deuxième Guerre mondiale avaient graduellement écarté les puissances européennes. Après les déclarations d'indépendance des États africains, la Chine reprenait là où les Européens avaient laissé. Les Africains, enthousiastes devant la perspective de s'affranchir définitivement des anciennes puissances coloniales, avaient accueilli la Chine comme une alternative prometteuse. En 2000, la Chine s'intéressait aux énormes ressources naturelles de l'Afrique, son pétrole, ses minéraux, son bois. Elle s'intéressait aussi à l'accès au marché africain émergent pour pouvoir exporter des biens de consommation, des cellulaires, des médicaments, des machines, des véhicules. En 2009, la Chine est devenue le principal partenaire commercial de l'Afrique. Mais en 2020, les populations africaines sont désillusionnées. Elles accusent les entreprises chinoises implantées sur le continent de piller leurs ressources naturelles, de s'adonner à du braconnage d'animaux en voie de disparition, de faire du trafic de bois précieux. Ils critiquent leur modèle d'affaires, c'est-à-dire une main-d'œuvre à bas prix, une chaîne d'approvisionnement pratiquement exclusivement chinoise et un appui indéfectible au gouvernement chinois. Les détracteurs sont aussi devenus méfiants devant le soft power chinois, les instituts Confucius accusés d'être des nids d'espions, les quelques 80 000 bourses pour étudiants africains dans les universités chinoises et les 10 000 bourses par année pour la formation de journalistes africains en Chine. La liste est longue. L'expression France-Afrique, auparavant utilisée pour désigner péjorativement la relation néocoloniale de la France avec ses anciennes colonies de l'Afrique subsaharienne, est maintenant reprise. On parle dorénavant de Chine-Afrique. La puissance chinoise reproduit les mécanismes coloniaux du 19e et du 20e siècle, avec, comme à l'époque, la collaboration des élites politiques africaines. Depuis 2019, la Chine est devenue le deuxième contributeur du budget de l'ONU. Elle fournit un contingent de casques bleus plus important que les autres membres permanents du Conseil de sécurité, et 4 des institutions spécialisées de l'ONU sont dirigées par des ressortissants chinois qui agissent régulièrement comme des instruments de la politique chinoise. L'Union internationale des télécommunications, l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'Organisation pour le développement industriel et l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture. Aujourd'hui, des contre-pouvoirs à l'hégémonie américaine émergent avec la Chine, et plus généralement avec les BRICS, qui ont créé une nouvelle banque pour le développement qui se veut une alternative au FMI et à la Banque mondiale, et qui a commencé en 2016 à fournir ses premiers prêts aux pays émergents. Mais il se peut qu'un impérialisme en chasse simplement un autre. La Chine s'est engagée à réaliser 6 milliards d'euros de travaux en République démocratique du Congo, destinés au développement d'infrastructures routières, d'écoles, d'hôpitaux ainsi qu'à la relance du secteur minier. En contrepartie, les Chinois auront accès à 6,5 millions de tonnes de cuivre raffiné, 2000 tonnes de cobalt et 372 tonnes d'or. Surveillés en permanence, chaque fait et geste scruté par des millions de caméras, capables d'identifier en quelques secondes n'importe quel visage. Les Chinois l'appellent l'œil céleste, un système de reconnaissance faciale qui permet au gouvernement de ficher la population. Aujourd'hui, par exemple, pour retirer de l'argent à la banque ou pour faire ses courses au supermarché, plus besoin de carte bleue, un code et un visage suffisent. Je pense que c'est pratique parce que vous pouvez acheter des choses très vite. C'est différent du paiement dans un supermarché traditionnel dans lequel vous devez attendre à la caisse. Surveillé et désormais noté par un système de points. Son nom, le crédit social. Pour le moment, c'est une expérimentation testée dans une dizaine de villes en Chine, comme ici, à Nankin. Chaque habitant reçoit une note sur 1000
qui évolue en fonction de ses actions quotidiennes. Traverser la route alors que le feu est rouge, moins 50 points. Critiquer le parti sur les réseaux sociaux, moins 100 points. En revanche, donner son sang rapporte 50 points. Et si le parti vous reconnaît comme citoyen modèle, c'est 100 points de plus. Je trouve ça bien d'être noté. Dans une société, il faut qu'il y ait des règles. Ça nous oblige à bien nous comporter. Ça peut vous paraître effrayant, mais en Chine, c'est comme ça, on a l'habitude. Depuis peu, voici ce que l'on peut entendre au moment du départ. Récemment, l'Empire du Milieu a décidé de mettre la société au pas en instaurant un système de notation qui récompense ou pénalise les citoyens en fonction de leur comportement. Un système baptisé crédit social, expliqué dans une vidéo pédagogique. AAA 到第6个等级。我是 AA 信用等级，有什么激励措施？你可以参与评先进、评职称、发展党员，享受政策扶持优先，免抵押信用贷款。我酒后驾驶等级降为 B 级。很遗憾，你不能入党，不能当村居书记，不能参选2代表1委员。我受到行政拘留，信用等级降为 C 级。Sorry， 一处失信，处处受限，你不能享受政府贴息贷款。我是法院老赖，等级降至 D 级。你将受到联合惩戒，被列入了失信黑名单，不能当兵，不能坐飞机，不能参加政府采购工程招投标，不能获得政策支持。Mais en Chine, difficile de mettre la main sur ces fameux mauvais citoyens. Expulsés hors des villes, pointés du doigt. Dans certains centres commerciaux, leurs visages défilent sur des panneaux lumineux pour mieux les humilier. Dans une autre province, les autorités leur ont même attribué une sonnerie de téléphone particulière. La personne que vous essayez de joindre a été mal notée par le tribunal de la ville de Dengfeng. Merci de l'inciter à se responsabiliser et de l'aider à respecter la loi. Bon, ce n'est un secret pour personne, depuis 30 ans, la Chine bat tous les records en termes de croissance. Et par exemple, en mars 2018, son histoire a connu un nouveau tournant avec son président Xi Jinping, en fonction depuis 2013, et qui a modifié la constitution chinoise et qui s'est nommé président à vie. Et d'ailleurs, ça tombe bien pour lui puisque Xi Jinping a une ambition, réaliser le rêve chinois. Il va se donner tous les moyens pour faire en sorte que la Chine soit numéro 1 mondial dans tous les domaines. Technologie, militaire, économie, mais aussi et surtout la diplomatie et l'influence culturelle. En gros, elle veut remplacer la place qu'occupent les États-Unis depuis presque un siècle. Voilà, exactement. Et ce rêve chinois n'est pas un secret ou une ambition cachée, puisque le président Xi Jinping, président à vie donc, a annoncé en 2017 lors du 19e congrès du Parti communiste chinois qu'à l'horizon 2050, et plus exactement en 2049, la Chine serait la première puissance mondiale, devant les États-Unis. Évidemment, comme vous le savez, c'est l'économie qui fait avancer la Chine. Et actuellement, il faut aux produits fabriqués en Chine une quarantaine de jours pour être expédiés en Europe. C'est long. C'est très long. Donc voilà, les produits sortent des usines, puis ils sont acheminés dans des villes portuaires, puis expédiés en bateau jusqu'en Europe, en Afrique ou en Amérique. Et du coup, cette méthode a deux inconvénients. Alors déjà, elle est longue, comme je vous ai dit, mais surtout, les produits doivent traverser une zone dans laquelle les tensions internationales montent chaque jour, la mer de Chine. En effet, la mer de Chine est une zone dans laquelle émergent un certain nombre de tensions diplomatiques. De nombreuses grandes puissances différentes possèdent des îles. Ces îles sont autant de bases militaires potentielles pouvant accueillir des missiles à longue ou moyenne portée. La Chine a d'ailleurs militarisé aussi discrètement que rapidement certains îlots de l'archipel des Spratlys, aux grandes dames des États-Unis.
Voilà, officiellement cette militarisation est surtout dissuasive, hein, mais bon, ça n'enlève rien au fait que les marchandises en partant de Chine doivent traverser une zone de tension. Et du coup, pour pallier à ce problème, eh bien la Chine a commencé un projet titanesque. La nouvelle route de la soie. Il s'agit de construire une voie de commerce directe entre la Chine et l'Europe. Une immense voie ferrée partant de Chine, traversant le Kazakhstan, puis la Russie pour arriver en Europe. Ouais, je vois pas trop le rapport avec le fait que la Chine devienne le maître du monde. Eh bien, j'y viens, t'inquiète pas, parce que outre les gros bénéfices financiers à long terme, eh bien, via la construction de cette route, la Chine entend surtout étendre son influence économique et diplomatique au travers des pays que cette route traversera. Puisque c'est la Chine elle-même qui finance la construction des infrastructures. D'ailleurs, le principal argument qu'elle donne à ses potentiels partenaires, c'est que s'ils participent au projet, ils seront forcément gagnants. Ça m'a l'air trop beau pour être vrai. Oui. En fait, c'est un petit peu un cadeau empoisonné. Et j'ai un bon exemple à vous donner, celui du Sri Lanka. Alors certes, il n'est pas sur la route de la soie, mais son cas est assez symptomatique du rouleau compresseur qu'est la Chine. Puisque la Chine a proposé au Sri Lanka, tout gentiment, la construction d'un gigantesque port de commerce, directement au Sri Lanka. C'est quand même super. Du coup, c'est tout bénef pour les Sri Lankais. Les gars, ils se disent, ouais, génial, top. Et l'État chinois a financé la construction du port, sauf qu'il y avait des conditions un petit peu sombres dans le contrat, ce qui fait que le Sri Lanka n'a plus été en capacité de rembourser sa dette. La Chine a dit pas de problème les gars, si vous pouvez pas rembourser, mais par contre il faut que vous nous laissiez la gestion complète du port, et ceci pendant 99 ans. Et comme les Sri Lankais n'avaient pas le choix, ils ont accepté. Et ce cas se répète partout dans le monde. Dans la région du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine, une mère de famille dit avoir été sommée de se rendre au poste de police du coin. Zumrat Dawood, une membre de la minorité musulmane ouïghour, affirme avoir été menottée et cagoulée. Elle dit avoir fait un trajet d'1 heure dans un véhicule sans savoir où on l'emmenait. Ils m'ont mise dans l'auto. Je pensais qu'ils allaient m'emmener sur une montagne et me tirer dans le dos. Elle dit avoir été enfermée pendant des mois dans un camp d'internement comme celui-ci, à l'insu de son époux et de ses enfants. Selon les Nations Unies, plus d'1 million d'Ouïghours ont été internés dans de tels camps. La Chine nie qu'il s'agit de camps d'internement. There's what we call vocational education and training centers. It's nothing to do with eradication of ethnic groups. Mais une fuite de documents confidentiels du gouvernement chinois, obtenue par le Consortium international des journalistes d'enquête, dévoile les plans secrets de Pékin, un vaste système de détention pour l'endoctrinement d'un peuple minoritaire. J'étais dans la rue, je n'étais pas sur place, mais j'étais dans la rue, et c'est dans la rue que les meurtres avaient lieu. Les armes, les balles qui sifflent au-dessus de votre tête. C'est quelque chose qu'on apprend dans aucun film, ni aucun livre, jusqu'au jour où cela vous arrive vraiment. Si vous connaissez la Chine, vous savez que devenir le fugitif le plus recherché de Chine signifie qu'il n'y a pas d'échappatoire. Mais partout, des Chinois nous soutenaient et ils m'ont aidé à fuir. J'ai réussi à atteindre la frontière du Sud. Ces 25 dernières années, le souvenir de cette nuit a toujours été difficile pour moi.
D'y repenser, ça m'empêche de dormir la nuit. De penser que je suis un supposé leader étudiant et un survivant de ce massacre, quand tant d'autres étudiants et de partisans sont morts cette nuit-là.